Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 26 août 2021. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le projet Futur d'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier le projet Futur d'Égypte qui s'inscrit dans le cadre du projet du nouveau delta ainsi que des modalités d'approvisionnement en eau d'irrigation du projet de diverses sources. Le chef de l'État a examiné aussi le développement des phases actuelles et futures du projet, ainsi que les détails de son infrastructure, y compris les routes, les axes, les puits d'eau, les stations d'épuration d'eau et le réseau d'alimentation électrique. Le point dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le commandant des forces aériennes, Mohamed Abbas Helmi, le conseil présidentiel pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmed, le chef de génie des forces armées, Ehab El-Faur, ainsi que le vice-président de l'autorité d'ingénierie pour la région du Nord et de l'Ouest, et le directeur du projet du futur d'Égypte, le colonel d'aviation Baha El-Ghanem. La réunion a porté sur le suivi du projet de futur de l'Égypte, qui s'inscrit dans le cadre du projet du nouveau delta, ainsi que les modalités d'approvisionnement en eau d'irrigation du projet de diverses sources. Le président el-Sisi a été informé du développement des phases actuelles et futures du projet, ainsi que des détails de son infrastructure, y compris les routes, les axes, les puits d'eau, les stations d'épuration et le réseau d'alimentation électrique. Ce projet vise à développer le secteur de la production agricole et les industries alimentaires et agricoles connexes. Le président el-Sisi a dirigé de continuer la coordination entre les différentes agences de l'État, y compris le secteur de la recherche spécialisée, pour obtenir le plus grand retour possible du projet Futur d'Égypte dans le cadre du méga-projet du nouveau delta, qui vise à récupérer plus de 2 millions de feux-dents, selon la stratégie de l'État, afin d'augmenter la proportion des terrains agricoles de la zone géographique d'État ayant des rendements développementaux intégrés. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce projet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Allô? Il est à noter, chers téléspectateurs, que ce projet qui a été duquel a été informé le président Abdel Fattah el-Sisi est un projet gigantesque qui servira à la création du nouveau delta et certainement ainsi que des modalités d'approvisionnement en eau d'irrigation du projet de diverses sources. Et nous rejoignons à présent notre invité, Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Nadim. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous ce projet et son effet sur la superficie, je dirais, de terres agricoles en Égypte, et certainement y inclut ce projet, et l'effet de cela sur l'économie égyptienne? La magnitude du projet, le président Sisi nous a habitués à des méga-projets et ce projet, il fait partie des plus gros, on va dire, méga-projets. Donc c'est vrai que la magnitude, elle est très très importante. 1 million de feux-dents, c'est quand même très important comme superficie. Et ce qu'on peut dire, l'Égypte a un dilemme. Il y a la croissance démographique, donc il faut assurer la sécurité alimentaire de 100 millions d'habitants. C'est pas chose simple, surtout que aujourd'hui on augmente de 1,5 million ou 2 millions d'habitants chaque année. Et en plus, les terres, on va dire anciennes, les terres agricoles anciennes, on va dire subissent une sorte de dégradation parce que avec la croissance toujours démographique, les habitants ont toujours besoin de construire plus d'habitations. Oui. Et donc la terre agricole diminue en surface. Et c'est pour ça que c'était la solution que le gouvernement a proposée, c'est identifier une terre qui va être spécialisée dans l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte. Elle va être proche de l'ancien delta, donc en approvisionnement
en eau et ça sera assuré. Avec aussi beaucoup de recyclage, de traitement d'eau, etc. Donc c'est pour optimiser aussi les ressources aquatiques de l'Égypte. Et ça sera géré avec ce qu'on va appeler de manière scientifique. C'est-à-dire qu'on va utiliser les meilleurs graines, les meilleurs systèmes d'irrigation. On va monitorer tout ce qui est climat. On va aussi identifier avoir en tout cas une approche scientifique de l'agriculture, et surtout aussi on va éviter on va dire les problèmes du passé qui ont résulté aujourd'hui à avoir des terrains agricoles qui sont de petite surface. Donc la productivité est très basse. Et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des grands étendues pour vraiment optimiser la productivité agricole et maximiser la production du terrain dans ce nouveau projet. Oui. Et l'effet de ce projet sur l'économie égyptienne alors? L'effet, bien sûr, là on prévoit 5 millions d'emplois, donc c'est quand même très très important. On parle de la sécurité alimentaire de l'Égypte, donc très très important. L'Égypte est toujours le premier importateur de blé au monde. Donc le fait d'économiser toutes ces importations, ça permet aussi d'économiser de devises. Et bien sûr, donc là, ça va permettre aussi le développement de plein de nouveaux services autour de cette région. Les bénéfices sont multiples, bien sûr, pour l'économie égyptienne. Parfait, Dr Nadim Samna. Je répète, vous êtes expert en économie. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier le projet de développement de l'aéroport international d'El Alamein. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le commandant des forces armées et des forces aériennes, le général Mohamed Abbas Helmi, ainsi que de hauts responsables des forces aériennes. La réunion a porté sur le projet de développement de l'aéroport international d'El Alamein. Dans ce contexte, Monsieur le Président a été informé du projet du développement de l'aéroport d'El Alamein afin d'être un aéroport international intelligent basé sur les dernières technologies comprenant tous les services en coopération avec de grandes entreprises internationales spécialisées dans les domaines de l'aviation et des aéroports internationaux, tout en profitant de la situation géographique distinguée de l'aéroport de la nouvelle ville d'El Alamein, qui le qualifie pour devenir un axe principal majeur pour le transport aérien, commercial et logistique pour tous les pays du monde. À cet égard, le président Sisi a dirigé que ce projet soit intégré au plan de l'État afin de soutenir le secteur du tourisme et de l'aviation civile, ainsi que dans le cadre du développement de la côte nord-ouest du pays, visant à attirer les divers types d'investissements locaux et étrangers, d'autant plus que l'arrière de cette région connaît une croissance exceptionnelle, qu'elle soit représentée par le projet du nouveau delta ou par la mise en place des communautés urbaines étendues, ce qui renforce les efforts de l'État pour étendre la création de nouveaux centres de développement global loin des zones surpeuplées. La réunion a également examiné toutes les composantes du projet de développement de l'aéroport international d'El Alamein, y compris la création d'une ville intelligente affiliée à l'aéroport, en plus de la présentation des éléments d'infrastructure, de la gestion des aéroports et des villes intelligentes à l'aide de technologies de la communication et de l'information et de la transformation numérique, y compris le commerce électronique et la logistique. Et nous passons à Gaza. Gaza peine à se reconstruire 3 mois après la guerre éclair entre Israël et le Hamas. Alors qu'elle a été de nouveau la cible lundi de frappes aériennes israéliennes, la bande de Gaza ne s'est toujours pas remise des destructions causées par la guerre éclair entre Israël et le Hamas il y a déjà 3 mois. L'armée israélienne a mené lundi de nouveaux raids sur la bande de Gaza en représailles à l'envol
depuis l'enclave palestinienne de ballons incendiaires vers l'État hébreu. Un regain de tension alors que de nombreux Gazaouis ne parviennent toujours pas à reconstruire leur maison 3 mois après la guerre éclair en mai dernier entre Israël et le Hamas. Au milieu des ruines, les travaux de déblaiement se poursuivent et le chantier des ouvriers est colossal. La reconstruction est lente car il est difficile d'acheminer l'aide internationale en raison du blocus imposé par Israël à la bande de Gaza au grand désespoir des sinistrés. De nombreuses familles gazaouis redoutent de vivre la même situation qu'en 2014. L'offensive israélienne avait laissé un paysage de dévastation et la reconstruction avait pris des années. Et concernant la crise Algérie-Maroc, la Ligue arabe, l'OCI et l'Arabie saoudite appellent au dialogue. Mardi, un cran supplémentaire a été franchi. L'Algérie a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, accusant le Royaume d'actions hostiles à l'égard d'Alger après des mois de tensions exacerbées entre ces deux pays du Maghreb. Dans un communiqué publié mardi, le ministère marocain des Affaires étrangères a regretté la décision complètement injustifiée mais attendue de l'Algérie, condamnant une logique d'escalade et rejetant les prétextes fallacieux, voire absurdes même, qui la sous-tendent. En fin juillet, le roi Mohammed VI avait déploré les tensions avec l'Algérie, invitant le président algérien Abdelmejid Tebboune à faire prévaloir la sagesse et œuvrer à l'unisson au développement des rapports entre les deux pays. L'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, la Ligue arabe et l'Arabie saoudite ont appelé hier l'Algérie et le Maroc au dialogue pour résoudre la crise diplomatique qui oppose les deux pays voisins. Après des mois de tensions croissantes, l'Algérie a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, invoquant des actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie. Fin de citation. Basé à Jeddah, l'OCI a appelé les deux pays au dialogue pour résoudre les divergences éventuelles, selon un communiqué. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a de son côté exhorté mardi soir Alger et Rabat à faire preuve de retenue et d'éviter une nouvelle escalade. À Rabat, le ministère marocain des Affaires étrangères a regretté la décision complètement injustifiée de l'Algérie, condamnant une logique d'escalade et rejetant les prétextes fallacieux, voire absurdes, qui la sous-tendent. Et nous passons en Tunisie. Le président Kais Saïed prolonge le gel du Parlement et garde les pleins pouvoirs. Le président tunisien Kais Saïed, qui s'est octroyé il y a un mois les pleins pouvoirs en Tunisie, a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement, plongeant un peu plus la jeune démocratie dans l'inconnu dans un contexte de crise économique et sociale aiguë. Je cite, le Parlement est un danger pour l'État. C'est ce qu'a déclaré mardi Kais Saïed lors d'un entretien avec le ministre du Commerce, Mohamed Boussaïd. Les institutions politiques existantes et leur manière de fonctionner représentent un danger persistant pour l'État, a-t-il encore dit, pour justifier les mesures prises dans ce pays d'Afrique du Nord qui constitue, 10 ans après, l'unique rescapé du printemps arabe. Quelques heures plus tôt, la présidence avait publié un bref communiqué sur son compte Facebook. Le chef de l'État a émis un décret présidentiel prolongant les mesures d'exception concernant le gel des activités du Parlement ainsi que la levée de l'immunité de tous les députés et ce jusqu'à nouvel ordre. Face aux accusations, Kais Saïed répète agir strictement dans le cadre de la loi et de la constitution tunisienne adoptée en 2014. Nombre de Tunisiens ont en outre accueilli avec enthousiasme ces mesures exaspérés par leur classe politique. Ils attendent des actes forts contre la corruption et l'impunité dans un pays où la situation sociale, économique et sanitaire est très difficile. Mais si le président bénéficie d'une forte popularité en Tunisie, son coup d'éclat préoccupe la communauté internationale qui craint que le berceau des printemps arabes ne regresse vers l'autoritarisme.
Inquiétude en Irak et en Syrie avec des pénuries d'eau. Les températures caniculaires en Irak et en Syrie inquiètent les ONG. L'eau manque, la production agricole a chuté et l'accès à l'électricité est restreint. En Irak et en Syrie, la situation est alarmante. Les températures sont caniculaires cet été. Elles ont parfois dépassé les 50 degrés. L'accès à l'eau est rendu difficile dans ces conditions. C'est la pire sécheresse en Syrie depuis 70 ans. En Irak aussi, les habitants vivent la deuxième saison la plus sèche depuis 40 ans. Et le président français Emmanuel Macron se rendra en Irak ce week-end pour un sommet régional. Emmanuel Macron se rendra le week-end du 28 août en Irak pour participer à un sommet régional afin de soutenir la stabilisation du pays et rappeler le rôle que veut garder Paris dans la région, en particulier dans la lutte contre Daesh. Le président de la République française rencontrera à Bagdad, la capitale du pays, les dirigeants irakiens et participera à un sommet réunissant les pays voisins Égypte, Jordanie, Turquie, Iran, Arabie Saoudite. La France en est la coordinatrice selon l'Élysée. Le chef de l'État, qui s'était rendu brièvement en Irak le 2 septembre 2020, veut manifester son soutien au rôle pivot de l'Irak à la lutte contre le terrorisme et au développement du pays et contribuer à la baisse des tensions, explique la présidence. Au sommet de Bagdad, le chef de l'État français, seul acteur extra-régional, retrouvera son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Les présidents turcs et iraniens ainsi que le roi d'Arabie Saoudite ont été conviés mais pourraient envoyer des représentants. Et l'Arabie Saoudite accueillera la finale de la Ligue des champions asiatiques. L'Arabie Saoudite sera hôte de la prochaine finale de la Ligue des champions asiatiques prévue le 23 novembre. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Confédération asiatique de football, AFC, annonce que la finale de la Ligue des champions asiatiques 2021 aura lieu en Arabie Saoudite. La finale est prévue le 23 novembre prochain en raison de la situation sanitaire. Les quarts et demi-finales se joueront en match sec. Ceux de la région ouest seront également organisés en Arabie Saoudite du 16 au 19 octobre, tandis que la Corée du Sud accueillera les rencontres de la région est du 17 au 20 octobre. Et c'est tout, chers téléspectateurs, pour notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec ma collègue Nawel Khadali. Merci à vous.